Bien, mesdames et messieurs, chère Julia Kristeva, je crois qu'il est temps d'ouvrir. Je vous remercie d'être venus si nombreux à la Bibliothèque nationale de France. J'espère que les travaux de l'entrée ne vous auront pas trop gênés pour trouver le bon accès. C'est un embarras provisoire, mais merci en tout cas d'être venus si nombreuses. Alors, nous attendions quelques minutes, mais elle viendra plus tard, Madame Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, qui voulait ouvrir cet après-midi avec nous. Elle nous rejoindra plus tard dans l'après-midi. Donc, sans plus attendre, puisque vous êtes venus si nombreux et à l'heure, nous allons ouvrir cette journée. Véritablement, c'est un grand bonheur pour nous, avec les éditions Fayard, d'organiser ces rencontres à l'occasion donc de la parution chez Fayard donc d'un magnifique recueil, Pulsion du temps, qui rassemble un grand nombre de contributions, d'articles, de conférences que vous avez faites, mais en les présentant de façon très, très structurée, de façon à faire apparaître quelques grandes lignes de force de votre pensée, en tout cas dans ces derniers développements. Nous sommes heureux parce que nous rendons aujourd'hui hommage à une femme d'exception, avec un parcours tout à fait hors du commun. La petite exposition qui est organisée dans le foyer montre l'immensité de votre contribution intellectuelle, et ce parcours depuis votre Bulgarie natale jusqu'à aujourd'hui est lui-même tout à fait unique. Alors certains ont parlé d'un itinéraire, j'ai entendu, de tel quel à Assise, mais ce serait très réducteur. Jacqueline Risset précisément, mais parce que plutôt que d'une seule ligne, je vois plutôt moi une arborescence avec une multiplication de chemins de traverse. Et donc aujourd'hui une reconnaissance, une notoriété mondiale, illustrée aussi par ces vitrines, à partir de cet ancrage français et européen, puisque vous ne séparez jamais la France de l'Europe. Moi, j'étais particulièrement sensible dans ce recueil. Moi, je l'ai eu il y a 2 jours, donc je n'ai pas pu le parcourir. Enfin, je l'ai pu le parcourir, mais pas le lire dans son entier. Mais il y a tout un ensemble de textes absolument passionnants sur l'humanisme, ou une refondation de l'humanisme. Dans les années 60 ou 70, voilà un concept qui était parfois réputé dépassé, sentant la naphtaline. Eh bien, justement, vous avez au contraire montré qu'il était, il était d'actualité, à condition naturellement d'être repensé. C'est tout cela qui sera évoqué, mais moi je voudrais aussi souligner vous n'êtes pas simplement une femme qui pense, qui réfléchit, qui transcende les frontières entre les disciplines. Vous êtes aussi une femme engagée. Et je voudrais quand même rendre hommage à ce que vous faites dans le domaine du handicap, pour former, informer, sensibiliser le grand public aux différentes formes de handicap et à leur prise en charge. La liberté des femmes, évidemment, et ce prix Simone de Beauvoir que vous avez créé et auquel nous sommes heureux de nous associer. Ce sont des engagements, évidemment, qu'il convient de saluer. Et puis, on a parlé d'Assise aussi. Donc, cette volonté de dialogue aussi, de faire dialoguer les gens et les disciplines, qui est évidemment, si je puis dire, une des caractéristiques de votre pensée, mais aussi de votre personnalité. Donc, à la fois, c'est un hommage qui est mérité par l'ampleur de votre contribution à la pensée d'aujourd'hui, mais aussi à votre personne, votre personnalité si chaleureuse et rayonnante. En tout cas, à toutes et à tous, je souhaite une excellente après-midi autour des différents scandés par différentes étapes. Et je suis heureux de passer tout de suite la parole à la présidente de Paris 3, avec laquelle la BNF collabore d'ailleurs, Madame Le Mardelet. Merci en tout cas à toutes et à tous et bon après-midi. Merci, Monsieur le Président. Quel honneur et quel bonheur d'être ici devant vous pour dire quelques mots de Julia Kristeva et à Julia Kristeva. Car pour la littéraire que je suis, le travail de Julia Kristeva est une œuvre heuristique, une œuvre toujours à l'œuvre, pour reprendre les termes de Man Ray à propos de Marcel Duchamp. Très brièvement,
car je suis une adepte de la formule emblématique de Miss Van der Rohe, « less is more », je voudrais tenter d'énoncer quelques aspects de la présence de Julia Kristeva dans le monde universitaire, une présence qui est toujours une prise de position. Julia Kristeva, vous êtes la manifestation incarnée des limites du classement de Shanghai. Je vous l'annonce avec fierté. En effet, les indicateurs utilisés omettent tout un pan de la science dite humaine que vos travaux littéraires ont défriché et même révolutionné. La révolution du langage poétique, le temps sensible, Proust et l'expérience littéraire, pouvoir de l'horreur, soleil noir, dépression et mélancolie, ont été une appropriation vitale de l'expérience littéraire, non pas comme agrément du quotidien, mais comme révélation de la vie même de la pensée. Cette fulgurance, cet accès à l'autre, vous les avez partagés et transmis à vos étudiants venus du monde entier vous écouter et travailler avec vous. Grâce à vos textes et aussi à vos séminaires auxquels j'avoue avoir assisté dans l'ombre, Hannah Arendt et Thérèse d'Avila notamment, le remaniement des frontières entre affect et sens, corps et esprit, imaginaire et savoir nous ont permis de donner corps à des œuvres dites difficiles car elles explorent les limites de la représentation et les frontières de l'intime. Mallarmé, Proust et Colette pour n'en nommer que quelques-uns. Les mots de Proust, les idées sont des succédanés des chagrins, disent bien que la vraie vie de l'esprit est aussi la vie de la chair. Limite du classement de Shanghai donc, qui ne prend pas en compte la dimension impalpable des études littéraires au sens large, littéraire au sens large. Et donc, c'est le prix Holberg qui vous a été attribué en 2004, suivi en 2006 du prix Hannah Arendt. Dans le tome premier de Pouvoir et limites de la psychanalyse, Sens et non-sens de la révolte, publié chez Fayard en 1996, une phrase me sert de fil conducteur. Je pense que le phallique illusoire chez la femme peut la conduire à s'inscrire dans l'ordre social avec une efficacité distante. C'est ce que Hegel appelait la femme, éternelle ironie de la communauté. Comme président d'une université proche de la vôtre, puisque la Sorbonne Nouvelle et Paris Diderot, où vous êtes professeur émérite, font partie du même presse Sorbonne-Paris-Cité, je pratique tous les jours cette distance ironique comme un véritable exercice spirituel. Elle me permet de résister à la tentation du repli dans le jardin clos de l'âme, telle une béguine ou une carmélite, comme votre Thérèse, de Thérèse mon amour. Tout récemment, vous avez su par vos paroles vibrantes d'humour et d'une gaieté que j'oserais qualifier d'espiègle, me redonner la joie de pratiquer cet art impossible de gouverner. Car l'idée d'université qui vous anime et que vous portez très haut n'est pas la reproduction d'une scène claustrophobe, mais un lieu fluide de passage entre les langues et entre les disciplines, la possibilité ouverte d'explorer les lignes de crête et les lignes de faille d'une pensée toujours en mouvement et en métamorphose. Je partage votre conception de l'université comme espace de liberté que la psychanalyse irrigue de la pensée paradoxale qu'il existe des sublimations sans au-delà et sans espoir. En un temps où les religions menacent d'occuper le terrain avec leurs illusions, la pensée qui est la vôtre maintient vivante la curiosité de l'inconnu, des limites et des extrêmes. Chère Julia Kristeva, merci d'incarner cette lucidité fertile, cette grâce singulière qui montre un chemin sensible.
Étrangers à nous-mêmes, publié chez Fayard en 1988. Toccata et fugue pour l'étranger. Étranger, rage étranglée au fond de ma gorge. Ange noir troublant la transparence. Trace opaque, insondable. Figure de la haine et de l'autre. L'étranger n'est ni la victime romantique de notre paresse familiale, ni l'intrus responsable de tous les maux de la cité, ni la révélation en marche, ni l'adversaire immédiat à éliminer pour pacifier le groupe. Étrangement, l'étranger nous habite. Il est la face cachée de notre identité, l'espace qui ruine notre demeure, le temps où s'abîment l'entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons de le détester en lui-même. S'évader de sa haine et de son fardeau, les fuir, non par le nivellement et l'oubli, mais par la reprise harmonieuse des différences qu'elle suppose et propage. Une blessure secrète, souvent inconnue de lui-même, propulse l'étranger dans l'errance. Ce mal-aimé ne la reconnaît pourtant pas. Le défi fait taire chez lui la plainte. « Ce n'est pas vous qui m'avez fait du tort », dénie farouche cet intrépide. « C'est moi qui ai choisi de partir. » Toujours absent, toujours inaccessible à tous. Au plus loin que remonte sa mémoire, elle est délicieusement meurtrie. Incompris d'une mère aimée et cependant distraite, discrète ou préoccupée, l'exilé est étranger à sa mère. Il ne l'appelle pas, ne lui demande rien. Orgueilleux, il s'attache fièrement à ce qui lui manque, à l'absence, à quelques symboles. L'étranger serait l'enfant d'un père dont l'existence ne fait aucun doute, mais dont la présence ne le retient pas. Le rejet d'un côté, l'inaccessible de l'autre. Si l'on a la force de ne pas y succomber, il reste à chercher un chemin. Rivé à cet ailleurs aussi sûr qu'inabordable, l'étranger est prêt à fuir. Aucun obstacle ne l'arrête, et toutes les souffrances, toutes les insultes, tous les rejets lui sont indifférents dans la quête de ce territoire invisible et promis, de ce pays qui n'existe pas, mais qu'il porte dans son rêve et qu'il faut bien appeler un au-delà. Mon alphabet, ou Comment je suis une lettre, publié dans Pulsion du temps, Fayard, 2013. Azbuka. Aujourd'hui, 24 mai, c'est la fête de l'écriture à Sofia, ma première fête de l'alphabet. J'ai 6, 7 ans peut-être. Je sais en tout cas déjà lire et écrire, cela me plaît et je progresse vite. Les Bulgares sont le seul peuple au monde à célébrer un jour pareil, celui des frères Cyril et Méthode, créateurs de l'alphabet slave. Derrière l'immense effigie de ces deux moines, le pays défile sur les grands boulevards, les écoliers, les professeurs en tout genre, de la maternelle aux académies des sciences, les écrivains, les artistes, les amateurs de littérature, les parents. Tout le monde arbore sur son plastron une grande lettre cyrillique. Les bras chargés de roses et de pivoine, enivrés par leur beauté épanouie et leur fragrance qui trouble ma vue jusqu'à brouiller mes propres contours, je suis moi aussi une lettre, une trace parmi d'autres, une volute du langage, une hélice du sens, insérée dans une règle qui guérit de tout, comme je l'apprendrai plus tard, écrivait Colette, qui cultivait son alphabet dans la chair du monde, même du communisme. Et disséminée parmi tous ces jeunes corps que le printemps a légèrement vêtus, entrelacés à ces voix offertes aux chants antiques, à la soie des chemises
et des cheveux et à ce vent ocre qui, à Byzance ou dans ce qu'il en reste, s'alourdit d'un obstiné parfum de fleurs. Imprimé en moi, l'alphabet a raison de moi. Tout autour de moi est alphabet. Pourtant, il n'y a ni tout, ni alphabet. Rien qu'une mémoire en liesse, un appel à écrire qui n'est d'aucune littérature, une sorte de vie en plus, fraîchissante et rose, aurait dit Marcel Proust. Je n'oublierai jamais ce premier 24 mai où je suis devenue une lettre. Cette histoire culmine pour moi dans la prière de l'alphabet de Constantin de Preslav, un autre disciple des deux frères et qu'adorait mon père. J'avais un père qui priait pour l'alphabet. Plus tard, en me rendant visite à Paris, papa allait dire sa prière de l'alphabet à Notre-Dame. Elle était composée de 39 vers, commençant chacun par une lettre de l'alphabet, selon leur ordre d'apparition dans notre Azbuka. Je ne comprenais pas tous les mots du slavon d'église qui tissait cette prière, mais j'entendais, vers par vers, s'égrener la mélodie des lettres de l'alphabet et je restituais leurs noms tels que je les avais entendus ce premier jour de 24 mai où je suis devenue une lettre de l'alphabet. Azbuki vedi glagoli dobro est. Je suis la lettre qui connaît le bonheur de la parole écrite. Les samouraïs, Fayard, 1990. Monologue de Hervé Sainteuil, pensant à Olga Morena. Viens, mon amour, viens par ici. Tu te demandes si je suis un révolté, un inconstant, un jouisseur. Tu le sais déjà, tu seras la seule à savoir que je suis de ceux auxquels on peut faire confiance. Surprenant, non? Pour certains, pas pour toi. J'ai été un enfant gai au paradis des vignes et des châteaux. Je me suis longtemps plu avec les enfants tristes. J'ai aimé sous le soleil de Satan. Je connais cette rhétorique d'amoureux mi-grave, mi-décadent. Je peux te la rejouer, les femmes aiment bien ça. Oui, j'étais croyant d'un catholicisme haut et retors, tauromachique, si tu veux, pas français en tout cas. J'ai été l'aimé des femmes qui croyaient aimer des hommes pour se faire plaisir à elles-mêmes ou entre elles. L'aimé des fées, m'a dit quelqu'un, justement. Peut-être. Pourquoi pas aussi des sorcières sous un masque de nymphe? Je continue. Tu aimes ce conte courtois d'aventurier contemporain, donc désabusé? Carmen, elle m'a violée, mais j'ai guéri. Elle m'a quittée, mais j'ai grandi. Puis est venue Solange, qui m'a enveloppée comme une tante maternelle. J'étais son fétiche, l'homme entretenu, l'enfant prodige. Je l'ai renversée de plaisir, j'ai cassé son rôle de dominatrice. Elle s'est mise à une place insoupçonnée, indélogeable parce que humble, ma gouvernante perverse. Et ainsi de suite. J'arrête là pour aujourd'hui, tu les connais, tu les connaîtras. Les femmes me servent et je les sers. Tu vois, les événements me donnent raison. Tous les couples sont et seront désormais bizarres. Ma solitude deviendra un produit de supermarché. Cependant, je suis et serai toujours hors cadre. Une étrangeté, tu le sais. Une foule d'exceptions qui me ressemblent me pousse à aller plus loin encore. Je cherche l'inaccessible paradis de ma bizarrerie que les autres rejoindront peut-être. Je veux bien, mais seulement en état de bonheur secret, incommensurable, en me lisant, par exemple. Le génie féminin,
Colette, publié chez Fayard en 2002. En durcissant sa juste cause, un certain féminisme a enfermé la lutte pour l'amélioration de la condition féminine dans les seules revendications politiques ou sociologiques des suffragettes. Cette tendance se ressent aussi dans le deuxième sexe, même si Simone de Beauvoir y prône l'émancipation des mœurs. Au contraire, Colette, qui ignore la politique, ne songe qu'à révéler la jouissance féminine. De fait, son alphabet du monde est un alphabet du plaisir féminin, soumis au plaisir de l'homme, mais affecté d'une incommensurable différence par rapport à celui-ci. Qu'il n'y a pas d'émancipation féminine sans une libération de la sexualité de la femme, laquelle est fondamentalement une bisexualité et une sensualité polymorphique, c'est ce que Colette ne cesse de clamer tout au long de sa vie et de son œuvre, dans un dialogue permanent entre ce qu'elle appelle le pur et l'impur, et en se décrivant d'emblée comme un hermaphrodite mental. Plus encore, et contrairement à une image facile qu'on s'est forgée de Colette, cette gourmande de plaisir sexuel fut aussi une femme dont l'œuvre est en perpétuelle évasion de la relation amoureuse et un arrachement permanent à la vie de couple, hétérosexuel ou homosexuel, au profit d'une immersion dans l'infini du monde. Nul mieux que Colette n'a saisi combien la vie érotique est dominée par les pulsions, d'une part, et par les liens à l'objet ou au partenaire de l'autre. Nul mieux qu'elle n'a su écrire comment la liberté d'une femme ne se conquiert qu'à la condition de s'arracher et à ses pulsions et à l'autre. Et cela, moins pour accéder à une fusion mystique avec le grand autre que pour s'immerger dans un orgasme singulier avec la chair du monde. Expérience hardie, à la fois cruelle et apaisante, la transmutation de l'amour en style sera réalisée tout au long de sa vie par Colette l'écrivain. À 36 ans, quand elle publie sous le nom de Colette Willy, elle cherche déjà un amour différent de l'amour qui peut fleurir dans l'ombre même de l'amour. Avant de préciser, sous le nom de Colette, à 55 ans, qu'une femme naît sous chaque ciel où elle guérit la douleur d'aimer. Qu'une femme naît sous chaque ciel où elle guérit la douleur d'aimer. Et que si elle apprécie la joie intelligente de la chair, elle préfère ces profondeurs où l'amour, superficielle écume, n'a pas toujours accès. Et elle exprime cette conviction, enfin, qui scandalisera nos chantres postmodernes amoureux de l'amour, une des grandes banalités de l'existence, l'amour, se retire de la mienne. Sortis de là, nous nous apercevons que tout le reste est gai, varié, nombreux. Vision capitale, La Martinière, 2013. Du dessin ou la vitesse de la pensée. Un dessin reste gravé dans ma mémoire, qui m'a été donné avec nonchalance, mais comme une élection, ainsi que seuls savent le faire les êtres doués et les mères. C'était un de ces hivers blancs et froids qui congèlent les Balkans et réunissent les familles autour des poêles à charbon. Penchée sur la plaque rougeoyante, je réchauffais mes joues glacées et mes doigts gourds en écoutant distraitement une émission de radio destinée aux enfants. Quel est le moyen de transport le plus rapide du monde? Envoyez-nous votre réponse avec le dessin correspondant sur carte postale à l'adresse suivante. « Je sais, c'est l'avion », s'empressa de répondre ma jeune sœur. « Pas du tout, la fusée », avançai-je, contente d'avoir le dernier mot. « Je dirais plutôt que c'est la pensée », compléta maman. Je ne pouvais que m'incliner, non sans essayer une coutumière insolence. Peut-être, mais on ne peut pas dessiner une pensée, c'est invisible.
tu vas voir. J'ai encore devant les yeux la carte qu'elle dessina en mon nom et qui me valut le premier prix du jeu radiophonique. Un grand bonhomme de neige est en train de fondre dans la partie gauche, la tête tombante, comme tranchée par l'invisible guillotine du soleil. À droite, le globe terrestre sur son orbite interstellaire propose ses étendues imaginaires à des voyages immobiles. Ce dessin, dont ma mère ne se souvient plus guère, me revient par intermittence. Tout récemment encore, j'ai cru me reconnaître dans l'histoire d'une femme décapitée. Je sais que sous ses traits sont nouées mes angoisses de mort. Mon corps est aussi passager que ce bonhomme de neige qui commence par perdre la tête avant de s'effacer dans une flaque d'eau. Et une de ces certitudes que les mères parfois nous transmettent. La seule incarnation crédible ne serait-elle pas celle de la pensée, qui sait dessiner les êtres parce qu'elle est apte à saisir les vecteurs de sa propre vitesse, à les saisir dans le sensible, au-delà du sensible, en tranchant dans le sensible. Meurtre à Byzance, publié chez Fayard en 2004. Portrait de Stéphanie Delacour. Étrangère, je sais que je viens de Byzance, qui n'a jamais existé si ce n'est dans mon âme de femme sans réalité bien crédible. Après la Grèce, qui pour la première fois au monde et mieux que personne célébra le beau et le bien en lieu et place des dieux, de Dieu, dans les temples splendides, et avant l'arrivée des barbares, qu'elle ne cessa de repousser, de féconder et de résorber, ma Byzance à moi fut le pays crucifié par excellence, sans doute parce qu'elle se plaisait dans une sophistication jamais atteinte, je crois. C'est bien ça, vous y êtes. Les sempiternels et incongrus débats sur le sexe des anges, c'est Byzance. Les ravages des iconoclastes et les images sanctifiées des iconodules, sans lesquels le monde n'aurait jamais connu la télévision, les guides de bord, Love Story et un Ben Laden plus ou moins virtuel sur Al Jazeera, c'est encore Byzance. La première guerre de religion sur le vieux continent, ces légendaires croisades qui inspirent dorénavant le président Bush, avec pogrom, saccage de trésors, tentative ratée déjà d'unification européenne et de globalisation au-delà. De ce point de vue, et pour moi, Byzance, c'est l'Europe dans ce qu'elle a de plus précieux, raffiné et douloureux, que les autres lui envient et qu'elle a du mal à assumer, à prolonger, à moins que, qui sait, depuis peu, une humanité en transit tente de s'exprimer, embarrassée dans sa no man's land, car plus à l'aise dans les spots visuels et les mixages sonores que dans ces plaisirs de bouche qui rehaussaient les idées de nos ancêtres. J'exagère ? Bien sûr. Nabokov a bien quitté le russe et séjourné dans le français tout en s'installant confortablement et pour de bon dans un anglais saturé de vibrations slaves. Beckett n'a-t-il pas réalisé son matricide en atterrissant dans la langue de Voltaire, qu'il ne cesse pourtant de vider de sa substance pour se venger des profusions de Joyce et attendre Godot dans la maigreur du doute, protestant ou cartésien, au choix? Naipaul, enfin, transfère le continent indien dans un anglais qui résonne comme un code cosmopolite, bien au-delà du pathétique et musical shakespearien. Écoutez le rap paumé de la mondialisation. À mon tour, je loge dans le français, mais il me cache plutôt qu'il ne me révèle. Et à travers son armure chevaleresque, il n'y a que les secrets de Byzance que j'essaie de faire transpirer. Ma Byzance, vous l'aurez compris, n'est pas un pays de cocagne que l'imagination populaire accole aujourd'hui à ce vocable plutôt grinçant. Ma Byzance fait tout bonnement signe vers l'innommable ou ce qu'il vous plaît de ne pas révéler.
Bien, cher Chère Julia Kristeva, je me disais aussi que je n'étais pas à ma place, là. Après ce moment, moi, que je qualifierais de poétique, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, cette sensibilité qui a été transmise dans cette introduction de cette magnifique journée qui vous est consacrée, je crois, a touché chacun et reflète, je dirais, la profondeur de ce que vous apportez toujours à chacun d'entre nous, quelles que soient nos orientations, nos champs d'exercice, nos réflexions, qui parfois donnent un certain vertige, parce que, en effet, nous avons l'impression, en vous lisant, ou en vous écoutant, ou en travaillant parfois avec vous, qu'il y a en vous cette capacité quand même assez stupéfiante d'aborder sous des aspects à la fois divers et à la fois toujours très profonds de ce qui nous touche les uns et les autres. Et je crois que la présence aussi nombreuse aujourd'hui de cette manifestation qui est faite en votre honneur et en l'honneur de votre dernier livre en est le signe. Alors, je suis très honoré d'être ici et d'être le modeste témoin, parce qu'il y aurait des témoins sûrement beaucoup plus honorables que moi, de ce que je crois beaucoup ont pu bénéficier de votre apport à la psychanalyse. Alors, ce témoignage, je crois qu'il est, en tout cas pour moi, tout à fait justifié, parce que cet apport, vous l'avez exercé dans la pratique, et que vous l'avez évidemment exercé dans la réflexion théorique appuyée sur cette pratique, suivant en cela le chemin de notre pionnier dans ce domaine. Et vous l'avez exercé aussi beaucoup dans votre enseignement et dans votre transmission. Et que cet enseignement et cette transmission est quand même le signe à la fois évidemment d'une richesse issue de votre pratique, mais aussi issue de votre réflexion théorique, qui fait qu'en définitive, ce qui fait qu'on vous écoute, on vous lit, repose sur le côté stimulant et sur le côté, je dirais, original de ce que vous apportez. Et il y a parfois dans notre domaine le sentiment qu'il y a peut-être une certaine difficulté à être encore original. Eh bien, là, je crois que vraiment, à l'égard de ceux qui s'interrogent sur l'intérêt ou sur la poursuite, au fond, de ce que peut être la psychanalyse, vous nous apportez quelque chose qui nous permet de la rendre toujours aujourd'hui très vivante. Donc cet apport, je dirais, est marqué par son originalité. Alors, sur quoi il repose ? Je vous transmets une fois de plus modestement les sentiments que j'ai. Je crois qu'il repose sur un état d'esprit, pour moi en tout cas, et vous l'avez écrit. Cet état d'esprit, j'ai l'impression qu'il parcourt votre œuvre et dans les différents champs que vous exercez. C'est, comme vous l'avez écrit,
il y a urgence à refonder l'humanisme. Et le président de la bibliothèque parlait de l'humanisme, je crois. Bien, je crois qu'il y a en effet urgence à refonder l'humanisme, et c'est sans doute ce que, pour moi, caractérise le plus la richesse de vos apports. Donc, originalité par un état d'esprit, originalité par un projet qui est en harmonie avec cet état d'esprit, projet qui est en effet, comme c'est écrit dans la présentation de cette journée, un dépassement des cloisons intellectuelles, un décloison des champs que nous avons les uns les autres, dans lesquels nous exerçons les uns et les autres. Et alors c'est quand même assez étonnant de voir combien vous réussissez ce dépassement, parce que il y a toujours des liens dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez entre les différents champs qui vous ont intéressé et qui nous intéressent. Un état d'esprit humaniste, plus que ça, une urgence de refondation, car vous êtes aussi une militante, il me semble, et un projet en articulation avec cet état d'esprit, le dépassement des cloisons et des limites. Alors une illustration très simple, pour ce qui est plus proche de ma pratique, vous avez réussi dans notre domaine à aborder ce débat qui parcourt, qui est un fil rouge dans l'histoire de la psychanalyse en particulier française, ce débat entre pulsion et langage, entre psychanalyse et linguistique, et vous étiez une représentante, et je dirais probablement, j'oserais dire aujourd'hui, même si tout le monde va vous faire beaucoup de compliments, probablement la meilleure représentante de cette articulation entre langage et pulsion, entre linguistique et psychanalyse. Et que vous n'êtes pas resté dans une sorte d'opposition entre La psychanalyse, elle est formée de beaucoup de théories, en définitive. Ce n'est pas une théorie, c'est un champ théorique avec toutes ces théories. Et vous avez su, je crois, à ce niveau-là, montrer combien cette articulation entre psychanalyse linguistique, langage et pulsion pouvait continuer à être travaillée et apporter une originalité autour de cette question. Alors, comme j'ai été pris par un vertige, je me suis dit, il faut que j'ai quand même un petit peu un parapet ou un fil. Bon. Et ce qui, grâce à vous d'ailleurs, malheureusement, assez récemment, j'aurais dû en profiter depuis plus longtemps, c'est ce livre que vous avez écrit sur cet incroyable, cet étonnant besoin de croire de l'humain. Et alors je l'ai lu et relu. Et depuis que je l'ai lu et relu, je le conseille à tous ceux qui m'entourent. Vraiment. C'est un livre extraordinaire. Alors, je vais un peu m'appuyer uniquement sur ce livre, car pour moi, il constitue un fondement vraiment de notre exercice dans le champ qui est le nôtre à ce niveau-là. Et je crois qu'il aborde vraiment ce que la psychanalyse peut représenter par rapport à d'autres approches, à sa manière. Il n'est pas question de penser que la psychanalyse, c'est au fond la panacée universelle. Mais je crois que là, cette question de cet étonnant besoin de croire, cet incroyable besoin de croire de l'être humain, eh bien la psychanalyse en est quand même s'appuie sur ce fondement-là, s'appuie sur ce fondement humain-là. Alors je vais citer 2-3 choses que vous avez dites, parce que vraiment elles correspondent à ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Qu'est-ce que fait le psychanalyste ? Eh bien, il commence par croire à la réalité psychique de ses analysants. Et il commence par croire à la réalité psychique de ses analysants. C'est-à-dire, et ça je vous cite, que le psychanalyste propose d'abord à celui qu'il reçoit de croire à ses croyances. Croyances au sens du « je tiens pour vrai ».
Et il propose à celui qui reçoit de croire à ses croyances pour se contenter de les transformer sans les juger. C'est simplement dit, et ça me paraît tellement juste, que ce lien, au fond, que vous avez toujours l'habitude de nous transmettre entre ce que, au fond, les uns les autres, on peut avoir comme expérience ou comme manière de penser, et d'autres manières plus générales de penser, il me semble qu'il est là. Alors, vous dites bien, il ne s'agit pas d'une vérité logique qui calcule, mais d'une vérité qui vous tombe dessus. Et au fond, on sait très bien, quand on a une certaine pratique d'orientation psychanalytique, que ce qui est le plus important, les moments les plus importants, c'est les moments de la surprise, de l'insolite, de l'imprévu. Et que ces moments-là, ça vous tombe dessus. Et que là, je crois que vous avez tout à fait mis le doigt sur ce qui est notre pratique, je dirais, quotidienne. En même temps, vous faites une critique du monde moderne, du monde, oui, disons du monde moderne, qui est celle de l'intelligence calculante, de l'intelligence logique, qui peut parfois écraser, je vais y revenir, cette intelligence humaniste. Alors, ce point de vue humaniste, je crois qu'il est particulièrement défendu par vous et qu'il sous-tend, à condition de poursuivre inlassablement ce chemin, le désir des avancées de ce chemin, mais aussi qui protège de ses dérives. Donc vous défendez une intelligence humaniste, une intelligence de l'expérience intérieure, je dirais contre, parce que c'est votre côté militant, contre une intelligence contemporaine pressée. Vous avez donc choisi comme titre « Pulsion du temps ». Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est dans la tension du temps. Et que, justement, on perd ce côté humaniste que, au fond, la pulsion plurielle du temps permet de souligner. C'est cette intimité, c'est cette expérience intérieure, c'est au fond se croire, je tiens pour vrai, que Freud, là aussi je cite ce que vous avez écrit, quasi à son insu, a réhabilité par sa pratique de la théorie analytique, reposant sur l'interprétable, sur l'association, sur le jeu est un autre, sur l'étranger en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et situant là, je trouve, montrant une fois de plus cette capacité que vous avez de dépasser les limites de chaque domaine, montrant là que ce sujet parlant est au carrefour du biologique et du sens. Car vous n'éliminez pas, vous n'excluez pas le biologique. C'est cette pratique analytique qui permet à chaque rencontre de découvrir l'incommensurable singularité de chacun. L'incommensurable singularité de chacun. Et là aussi, c'est vos mots, votre écriture que je cite là. Et enfin, c'est la psychanalyse qui permet aussi, mais ce n'est pas la seule science humaine, de prendre la mesure du processus de signification ou de signifiance qui constitue l'humain. Donc, dans cette modeste introduction sur ce que d'autres auraient pu sûrement beaucoup mieux approfondir que moi, je crois que l'on peut comprendre comment on aime vous lire et vous écouter. Et Julia, au nom de tous ceux qui vous lisent et qui vous écoutent, un grand merci.
Bonjour, je suis très content d'être là parmi vous. Et c'est un grand plaisir, un très grand honneur. Et je remercie Julia Kristeva et la direction de la bibliothèque de l'invitation. Je vais parler je vais faire une lecture de la lecture de Julia Kristeva de Proust. C'est ça. Voilà. Toujours bien de savoir qui on est. De ce côté-là. Le temps sensible de Proust, tel que le définit Julia Kristeva dans son beau livre sur Proust, est un temps qui nous permet d'accéder à un espace. Un espace, je cite Julien, un espace où se tisse la chair continue du monde, dont on a entendu parler, la chair continue du monde dont je fais partie. Je, écrivain, je, lecteur, je, vivant, aimant, mourant. Je pensais beaucoup, fin de citation, j'ai pensé beaucoup et souvent à cette phrase. Et je voulais aujourd'hui poursuivre un peu cette pensée avec vous, surtout sous le signe de tisser la chair continue du monde. Le temps proustien, dit Julia Kristeva, est une métamorphose. À la recherche du temps perdu, dit-elle aussi, n'est pas un roman sur le temps. Le temps de Proust, donc, ne serait pas seulement le temps qui passe, le temps perdu, le temps retrouvé, mais le temps qu'on invente, le temps qu'on choisit, le temps de l'écriture, le temps d'une certaine mythologie. Et pour aborder cette mythologie, c'est-à-dire pour commencer avec une instance très claire de cette mythologie, je vous invite déjà à délaisser Proust un instant pour un autre écrivain, James Joyce. Dans un épisode d'Ulysse, des personnages se trouvent réunis dans le bureau d'un journal. Ils poursuivent une longue conversation sur la langue et la rhétorique, illustrée de phrases ornées de plusieurs orateurs irlandais célèbres. À un moment donné, un de ces personnages, un avocat nommé J.J. O'Malloy, commence à parler, hésite, sort sa boîte à cigarettes et en offre à la compagnie. On allume. Cette pause donne lieu au commentaire suivant, qui reflète peut-être la conscience de Stephen Dedalus, qui est présent, peut-être c'est une intervention du narrateur du roman, ou peut-être même c'est la contribution de quelqu'un d'un peu douteux, de sombreux, un figment, comme dirait Samuel Beckett, l'ombre narrative de l'auteur absent. On ne peut pas savoir. Et le commentaire reste, de toute façon, reste sans suite. Je traduis et puis je lis en anglais. Donc, on allume des cigarettes. Fausse, une voix pense. Fausse interlude. Quelque chose de parfaitement banal. J'ai souvent pensé depuis, revoyant cette époque étrange, que c'était ce petit geste, insignifiant en lui-même, ce frottement de cette allumette qui a déterminé tout le cours suivant de nos vies à tous les deux. En anglais. False lull. Something quite ordinary. I've often thought since, looking back over that strange time, that it was that small act, trivial in itself, that striking of that match, that determined the whole aftercourse of both our lives. Bien, tous ces personnages ont sans doute des vies qui continuent, des aftercourses, dont ce moment fera partie du passé. Mais on n'en sait rien, parce que le roman termine ce jour-là, le 16 juin 1904. Et de toute façon, même dans un autre roman, il n'y a aucune raison de penser que cet instant de l'allumette et des cigarettes ait une importance quelconque pour ses vies ultérieures, pour ses vies présentes. On peut dire même que l'absence totale de signification de cette phrase, cette annonce de signification littéraire, est la raison même pour cette annonce. C'est une plaisanterie. Les spécialistes de Joyce voient dans ce passage une pastiche ou une parodie d'une convention du roman, et ils nous renvoient à Dickens,
à David Copperfield, par exemple, ou à Great Expectations, et en particulier à telle phrase du premier de ces deux romans. I have often thought since, what an odd, innocent, out-of-the-way kind of wedding it must have been. C'est la pensée de David Copperfield sur le mariage de Peggotty et Barkis. Mais la partie la plus intéressante de la phrase, parodie ou pastiche ou quoi que ce soit, la partie la plus intéressante de la phrase n'est pas le début. I've often thought since, j'ai souvent pensé, mais c'est l'immense affirmation qui suit, la déclaration du moment fatidique, quand tout a commencé, quand tout a changé. Pour reconnaître ce style de pensée, ce type de geste narratif, il n'est pas besoin de faire appel à Dickens. Nous n'avons qu'à penser à des centaines de romans ou de films que nous connaissons trop bien. La plaisanterie de Joyce évoque un vieux plaisir et une certaine fatigue. Il y a là en plus, mais ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, toute une théorie de Joyce sur les moments. Pour Joyce, tous les moments signifient. L'idée qu'un moment vaut plus qu'un autre est pour lui une superstition ou même une espèce d'hérésie. Que se passe-t-il donc quand nous lisons chez Proust ? C'était de cette soirée que datait le déclin de ma volonté, de ma santé. Tout s'était décidé au moment où... Ce n'est pas une plaisanterie. C'est le moment clé d'un grand roman. Il n'y a pas de pastiche, il n'y a pas de parodie, et le moment n'est pas forcément fictif. Quelques 200 pages avant cette remarque, le narrateur, c'est tout à la fin de À la recherche du temps perdu, quelques 200 pages avant, le narrateur évoque cette même soirée comme la nuit peut-être la plus douce et la plus triste de ma vie, d'où je pouvais faire dater le déclin de ma santé, de mon vouloir, mon renoncement chaque jour aggravé à une tâche difficile. Alors, pas de plaisanterie, pas de pastiche, pas de parodie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a là aucun élément de mythologie ? Ce n'est pas si sûr. Il s'agit, comme vous aurez reconnu, des souvenirs tardifs de la scène du baiser du soir dans Proust, scène qui donne, comme dit Julia Kristeva, de celle de la petite Madeleine, un goût de Proust à ceux-mêmes qui ne l'ont jamais lu. Le baiser de la mère, refusé puis donné quand même, détermine en effet tout le cours de leur vie à tous les deux. The whole aftercourse of both their lives, du garçon et de la mère. Ou bien, soyons précis, c'est ce que dit le garçon, devenu homme, qui est le narrateur de ce grand roman. Entre le fait et le dire s'ouvre l'espace de la mythologie. Mais la mythologie n'est pas le mensonge, ni même toujours la fiction. On fait des mythes autant du réel que de l'imaginaire. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est la force et le poids local du mythe. C'est-à-dire, je suggère que le moment fatidique n'est pas moins mythologique chez Proust que chez Joyce. Chez tous les deux, il s'agit, selon le mot de Julia Kristeva, de confronter la logique du roman. Mais pour Proust, il s'agit non seulement de confronter la logique, ni de se moquer de cette logique, il s'agit de la réanimer, de la réinventer, de trouver un moyen de faire croyable ce qu'on ne croit plus. Et Proust fait tout cela par la métamorphose, encore une phrase de Julia Kristeva, par la métamorphose d'une analogie politique en métaphore morale. On est toujours dans la scène du baiser du soir. L'analogie de Jean Santeuil, de la version de Jean Santeuil, est celle d'un changement de gouvernement. Je raconte un peu de background. Les parents de l'enfant le trouvent impressionnable, c'est-à-dire nérotique, bien qu'ils n'usent pas ce terme. Ils s'en approchent néanmoins, en dépit de leur ambition de l'élever virilement, comme ils disent, et de le débarrasser de ses habitudes de jeune fille. Un docteur leur explique que Jean est ce que nous appelons un nerveux, terme technique. Suit la scène du baiser, la mère s'entend dire « Il est si nerveux, ce n'est pas tout à fait sa faute ». À certain moment, quand Jean, quand même, il est nerveux, il est hors de contrôle, il reçoit le baiser du soir et après il sort du lit, il pleure. À ce moment, la mère dit à un domestique « Mais vous voyez, Augustin, Monsieur Jean ne sait pas lui-même ce qu'il a, ce qu'il veut. Il souffre de ses nerfs. » Jean conclut, une citation un peu longue.
en soustrayant à sa volonté responsable pour la tuer un état nerveux involontaire, les cris et les sanglots dont il avait tant de remords, ces paroles lui causèrent plus qu'une joie momentanée, elles exercèrent sur sa vie une influence profonde. Ce sentiment tout nouveau de son irresponsabilité que sa mère venait de reconnaître publiquement comme on reconnaît un gouvernement nouveau, lui apprenait ses droits, garantissait son existence, assurait son avenir. La mère, donc, est à la fois l'ancien régime qui disparaît et le gouvernement nouveau. Du côté de chez Swann, l'histoire paraît être la même, mais ce n'est pas la même. Après la scène du baiser, une servante demande à la mère ce qu'a monsieur. La mère répond, plus ou moins comme dans Jean Santin, mais il ne sait pas lui-même, Françoise. Il est énervé. Le narrateur explique. Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n'était plus considérée comme une faute punissable, mais comme un mal involontaire qu'on venait de reconnaître officiellement comme un état nerveux dont je n'étais pas responsable. J'avais le soulagement de n'avoir plus à mêler des scrupules à l'amertume de mes larmes. Je pouvais pleurer sans péché. Il était content et puis tout se dissout. L'origine politique reste, mais le changement de gouvernement devient une abdication de la mère. J'aurais dû être, je cite, « j'aurais dû être heureux, je ne l'étais pas ». Il me semblait que ma mère venait de me faire une première concession qui devait lui être douloureuse, que c'était une première abdication devant l'idéal qu'elle avait conçu pour moi, et que pour la première fois, elle, si courageuse, se vouait vaincue. Il me semblait que si je venais de remporter une victoire, c'était contre elle. Il me semblait que je venais d'une main impie et secrète de tracer dans son âme une première ride et d'y faire apparaître un premier cheveu blanc. Il me semblait, c'est la vision d'un enfant que nous voyons, ce n'est pas la vision du narrateur grandi, mais on pourrait sous-entendre là certaines propositions de l'article de Proust sur les sentiments filiaux d'un parricide. On pourrait voir là même une version plus douce de la matricide. L'enfant croit que la mère ne peut vieillir que dès qu'il lui cause des chagrins. Cette ride et ce cheveu blanc sont dans l'âme, bien sûr, mais ce sont les premiers. Sans lui, sans l'enfant, il n'existerait pas et la mère serait immortelle. Une fantaisie, bien sûr, mais une fantaisie autant de puissance que de culpabilité. Le mythe convertit cette fusion en une autre, une puissance presque infinie avec un manque total de capacité. À un certain moment, le narrateur nous parle d'avoir obtenu de mes parents une première abdication, mais finalement, c'est la mère seule qui abdique. Il est temps maintenant de restaurer les propositions que j'avais d'abord sautées dans la phrase fatidique que j'ai lue d'abord. C'était de cette soirée que datait le déclin de ma volonté et de ma santé. Je lis toute la phrase complète. C'était de cette soirée où ma mère avait abdiqué, que datait, avec la mort lente de ma grand-mère, le déclin de ma volonté et de ma santé. Tout s'était décidé au moment où. Ceci n'est pas l'histoire d'une permission d'être toujours malade comme il le semble. C'est l'histoire d'un pardon général, d'une innocence confirmée qui ne peut s'accomplir qu'avec le blâme de quelqu'un, la mère en ce cas. C'est l'histoire du paradis perdu de la volonté, de la santé. Et les vrais paradis ne sont pas les paradis qu'on a perdus, comme dit Proust, ce sont les paradis dont on invente la perte. Si le narrateur du roman a vu s'évanouir à jamais les forces que sa mère voulait augmenter en lui, les forces que précisément elle ne possédait pas, ce n'est pas qu'elles ont disparu, parce qu'en effet, elle n'était pas là. Ce n'est pas qu'elles ont disparu, c'est que sa mère a cessé de croire en elle. La croyance, justement, que nous avons entendue. L'abdication, donc, c'est l'abandon d'un projet d'héritage, un projet d'éducation. Et pourtant, cette histoire si triste et finale fait partie d'un roman où ce narrateur même fait preuve par la persistance de son intelligence et de son attention au monde où il vit d'une volonté impressionnante et un état maladif si actif qu'il ferait ressembler la santé des autres à un long sommeil. Il y a ici plus qu'un paradoxe. Ce n'est pas seulement que le narrateur possède pleinement ce qu'il dit avoir perdu. Il le possède parce qu'il croit l'avoir perdu. En ce sens, le mythe raconte la vérité et rien de plus. Le moment fatidique ne termine pas toute une vie.
Mais l'histoire du moment fatidique suffira à tout changer dans la vie de celui qui la raconte. Et qui, ce faisant, tissera la chair contenue du monde et inventera le temps sensible. Je n'ai rien dit de l'autre proposition qui manquait au début de la citation de phrase que nous discutons, celle qui ajoute « la mort lente de ma grand-mère ». Et je ne vais pas dire grand-chose parce que je ne vais pas commencer une autre présentation à cette heure. Je dirais simplement que la fantaisie de puissance et de culpabilité est la même, qu'elle persiste. Qu'en ce moment, et je pense plutôt maintenant aux travaux de psychanalyse de Julia Kristeva, qu'à son livre sur Proust, l'enfant, comme tous les enfants, se trouve au centre magique du monde, de son monde. Sans lui, pas de gouvernement. Avec lui non plus. Et sans lui, sa grand-mère ne saurait entrer dans le processus prolongé de sa mort. Merci. Il nous manque un Cicerone dans cette belle mise en scène. Et Jacqueline, vous dites, si vous voulez bien, qui vous êtes. Je dois dire qui je suis devant dire qui on est dans cet hommage est quand même une chose très ambiguë. Alors, j'aurais du mal à le faire, mais pour le plus simple, je suis professeur de lettres à l'Université de Londres. J'espère que ça suffit. Bon, d'accord. Bon, alors, permettez-moi de commencer avec une anecdote personnelle. J'étais jeune étudiante de maîtrise à Paris, ayant terminé mes études universitaires à Oxford l'année d'avant. C'était 1971, et mon expérience d'étudiante en Angleterre m'avait introduit au mouvement féministe, lorsqu'un groupe de jeunes étudiantes avait fait une tentative d'organisation vis-à-vis les femmes d'une région industrielle près d'Oxford qui s'appelait le Cowley Industrial Estate, habitée par des familles de classe ouvrière qui avaient été évacuées assez brutalement du centre d'Oxford pour faciliter la croissance du milieu universitaire et pour fournir les travailleurs pour l'usine Ford, qui se trouvait au bord de la cité, dont le calme et la beauté renommée, le bien-être dépendaient évidemment sur l'invisibilité de ce travail et de ses régés humains. Notre but, qui n'évitait pas un élément du patronage, du haut en bas de notre part, c'était d'aider les femmes de ces familles à s'organiser pour réclamer des crèches afin de se libérer du poids du travail domestique dans un environnement où la consommation des tranquillisants médicaux par les femmes atteignait un niveau effrayant et le niveau des crimes était un des plus élevés de toute l'Angleterre. La ville où j'avais passé mon enfance étant un des rares endroits où ce niveau était encore plus élevé. Je sortais de cette expérience confuse. D'une part éduquée, formée même au niveau politique par la reconnaissance que la libération des femmes devrait être reconnue comme histoire de relations de classe, mais en même temps frustrée par la clarté, la confiance même de notre propre discours en tant que féministe. Je cherchais, sans le savoir explicitement, autre chose. Je cherchais, sans pouvoir le formuler de façon explicite, un féminisme qui sacrifierait rien de son énergie sociale, sa lutte contre l'injustice vis-à-vis les femmes, tout en étant sensible à l'aspect personnel, subjectif, je dirais aujourd'hui inconscient, de nos propres demandes et de nos propres comportements politiques. Flâneuse autant qu'étudiante, éprise de Paris, un love affair qui continue jusqu'aujourd'hui, je me trouvais un jour dans une libraire en Saint-Germain,
j'avais la chance d'habiter une chambre de bonne rue de Bussy, face à face d'un livre qui s'appelait Semiotica. Je ne peux pas exagérer l'effet que ce livre avait sur moi, un effet qui, comme ma passion pour cette vie, n'a pas cessé depuis. J'ai été frappée et inspirée à la fois par plusieurs choses. D'abord, la présence du concept abstrait dans une formule de langage classique qui m'obligeait à la fois à me désorienter et m'orienter vers quelque chose de nouveau et inattendu. Ensuite, la biographie courte de l'auteur, qui, on nous disait, était né en Bulgarie et travaillait en France depuis 1966, ce qui renforçait mon impression que je me confrontais à quelque chose de l'ordre de l'étranger, et peut-être même, je l'ai vu, c'était bien avant la publication d'Orientalisme par Edward Said, exotique. Finalement, et je n'avais encore même pas ouvert le livre, le photo. Cette anecdote est donc également une confession, car je ne peux pas vous décrire à quel point j'étais rendue heureuse par l'idée que l'on puisse, en tant que femme, être intellectuelle et, comme on le dirait, aussi élégante, belle et bien coiffée. C'était donc une séduction, sans bien sûr que l'auteur de cette séduction en sache rien, qui annonçait, sans que je le sache moi-même, le début d'une admiration intense pour la pensée et la personne de Julia Kristeva, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Revenons à mon expérience d'Oxford juste pour une seconde. J'étais à l'époque malheureuse, comme c'est le droit de toute étudiante, bien sûr, et étudiant. Je dirais aujourd'hui que je frôlais la dépression, comme en effet les femmes de Cowley dont je faisais leur cause la mienne. C'est-à-dire que derrière les différences aiguës de classe, nous souffrions peut-être, ces femmes et moi, de ce que Julia Kristeva appellera les décennies plus tard des nouvelles maladies de l'âme qui caractérisent notre modernité. C'était peut-être pourquoi j'avais besoin de saisir bien plus profondément que le discours de la libération de femmes permettait à l'époque, les coordonnées psychiques, sinon la douleur intérieure qui accompagne et qui est peut-être également la pulsion de notre réalité sociale et historique. Semiotica ouvrait légèrement cette porte. Quand je commençais à le lire, je me trouvais installée à la frontière de tout un monde. Malgré la référence à Freud déjà présente, ce n'était quand même pas, je crois, encore pleinement un discours psychanalytique, mais dans la saisie de l'autorité de la loi symbolique et son insistance sur ce qui contourne, excède, menace et même parfois détruit cette loi, ce livre introduisait déjà, au cours d'un discours qui se définit marxiste, la question de l'inconscient qui sera au centre de cette œuvre extraordinaire à venir. Il était question d'idéologème, de l'oppression par le signe contre laquelle nous luttions, marxistes, féministes, les deux à la fois, sans nous rendre compte de la force des pulsions internes qui à la fois soutenaient cet ordre et révélaient sa profonde fragilité. Semiotica annonçait déjà donc un projet qui allait se révéler comme appartenant à l'ordre de l'infini, de l'interminable, un projet qui se dévue à explorer les rapports étroits, le dialogue à la fois nécessaire et impossible entre l'ordre politique et le travail de l'inconscient. C'est pour ça, Julia, que je vous serai toujours reconnaissante. Jeune étudiante éblouie, jamais j'aurais cru que je me trouverais ici aujourd'hui. Alors merci pour cela. Alors laissez-moi saisir le temps qui me reste pour essayer de décrire quelques étapes d'une évolution de pensée qui est devenue, je dirais, plus importante de nos jours, qui n'arrête pas de s'interroger, de nous interroger au plus profond de notre être humain. Il s'agit, pour vous citer, d'interroger sans complaisance toute identité, notion, valeur, sens, de les analyser au sens de les dissoudre, les retourner, les renvoyer à leur mémoire. Fin de citation. Je cite là votre intervention à l'occasion du colloque Où en est la théorie littéraire que vous avez organisé avec Evelyn Grossman en 1999. Plus d'un quart de siècle depuis Semiotica, votre contribution avait quelque chose pour moi, l'ordre de un peu quelque chose de manifeste. Vous défendiez, défense de plus en plus urgente aujourd'hui, avec les attaques contre les humanités et les sciences humaines dans les universités et ailleurs,
Vous défendiez la théorie. À quoi sert la littérature était votre titre. Vous continuez, je cite encore, la terre y répond, à penser et à faire penser la fragilité du lien social et du sens partageable, notamment ces frontières où le sens et son sujet peuvent se révolter jusqu'à l'abjection ou l'extase. Il existe une pensée aux limites du pensable, une pratique du langage libéré des freins de la conscience jugeante, y donne accès et en impose l'évidence. Il s'agit peut-être d'un autre monde de pensée qui change le monde réel. Je veux poser un instant sur cette dernière phrase. Il s'agit peut-être d'un autre monde de pensée qui change le monde réel. Ce qui m'intéresse là sont les hésitations. En cela, la phrase est bien sûr fidèle à ce qu'elle essaie de saisir. Peut-être un autre monde de pensée en parenthèse, qui change le monde réel, réel également entre parenthèses. Comme si vous ne saviez plus, depuis les jours les plus sûrs du marxo-freudisme de sémiotica, où exactement il faut placer les divisions, ou comment définir les liens entre la libération du sens, la révolte intime, pour citer encore un de vos titres, et les transformations, voire révolutions sociales. Nous sommes, me semble-t-il, loin de votre doctorat d'État, la révolution du langage poétique, où vous précisez que c'était faute d'une conception suffisante de la subjectivité, que l'on puisse cerner au plus pur dans les œuvres de Mallarmé et Lautréamont, que les révolutions du XXe siècle ont échoué, où vous déclarez, bien que vous ne déclarez jamais rien, bien sûr, de ce que vous dites, déclaration, ce n'est pas votre mode d'expression, mais vous dites que la révolution dans le monde n'avancera pas sans un substrat psychique, affectif, libidinal. Il me semble que depuis, les pièces de jeu ont changé de place, minusculement, mais avec une signification encore plus importante peut-être pour cela. Est-ce que ça sera juste de suggérer qu'aujourd'hui, la révolution politique cède la place, logiquement peut-être, vu les grandes déceptions politiques de notre époque, vu également la saisie de la domaine politique par les questions de foi et donc d'identification libidinale dans le sens le plus pur du terme libidinal? Est-ce que ça sera juste de suggérer que la politique cède la place au monde intérieur où plus que jamais le mouvement se trouve péniblement bloqué, mais où il existe toujours le pari, c'est le pari de la psychanalyse, que le travail psychique, sinon psychanalytique, peut libérer le sujet de ses impasses historiques et personnelles. Entre abjection et extase, dans votre intervention de 1999, vous vous situez entre Georges Bataille et Hannah Arendt. Ou plutôt plus précisément, c'est là que vous situez Freud, qui, selon votre propre formule, se tient sur un crête où la pensée de l'inconscient, je vous cite encore, se soumet à un pouvoir d'interprétation, une élaboration du sens, mais sans fin et avec malaise. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, vous proposez un entre-lieu que l'on pourrait peut-être nommer un espace transformationnel ou transitionnel après Winnicott, où le sujet touche à la pensée, à l'âme pensable, tout en restant en quelque sorte fidèle au pari qu'elle sera capable de participer à quelque chose de l'ordre social, l'ordre même que l'inconscient ne cesse pas de détourner de ses buts et de ses certitudes. L'idéolecte détruit le jugement communautaire. La cure reste de l'ordre de la singularité qui est devenue de plus en plus le centre de votre enquête. Et en même temps, la socialité se révèle de plus en plus perverse, de plus en plus résistante à sa propre transformation. L'erreur, mot que vous employez rarement, je dirais, l'erreur d'Hannah Arendt était de chercher une suite supportable à l'histoire, je cite. Ce qu'elle nomme vice dans son analyse fameuse de l'antisémitisme, analysée si brillamment par Marcel Proust, pour rejoindre la présentation de Michael Wood, est une commune logique propre à l'ordre social. Tout le social, vous dites, le tout du social y est compris. Vous le dites dans votre étude magistrale sur Proust. À cela, il n'y a pas d'issue sociale. Je commence
à m'angoisser juste un tout petit peu. Je m'angoisse toujours quand je vous lis. C'est une bonne signe. Non pas que je considère que vous vous trompez dans cette analyse, mais parce que j'ai peur de perdre le lien, qui je date du moment de Semiotica, entre la transformation interne et la lutte contre l'injustice. Enfin, je dois dire tout d'abord que ce discours de la justice est bien sûr toujours présent, même au centre de votre pensée aujourd'hui. Par exemple, lorsque vous décrivez les moments où, je cite, le besoin de croire remplace le désir de savoir et de la justice. Ou quand vous parlez au sujet de la souffrance chrétienne, du risque, je cite, que la compassion infantilise l'individu souffrant, le rendant objet de pitié ou de condoléances plutôt qu'un sujet politique. Et en recevant le prix Holberg, vous disiez que l'écrivain, le libertin, le couple analyste-analysant sont les révolutionnaires de notre époque. Je cite, dans le seul sens valable que comporte ce mot de nos jours, c'est-à-dire celui qui inscrit la singularité dans l'espace d'une auto-interrogation infinie, qui rejoint le désir de vie réclamé par ceux qui sont le plus vulnérables et exclus de notre société. Donc, discours de justice, ça continue, c'est toujours là. Tout de même, vous l'avez dit vous-même, quelque chose a bougé, car il y a une distance, quelques diront insurmontable, entre la singularité et la lutte contre l'oppression sociale, lutte historique sans laquelle ni vous ni moi, c'est-à-dire aucune des femmes participant à cet événement heureux, seront ici présentes aujourd'hui. Alors laissez-moi essayer de préciser cette transformation de pensée dans laquelle il me semble que l'avenir de notre vie politique se trouve mis en question et aiguisé à la fois. C'est d'une grande urgence ce que je lis dans votre pensée en mouvement. Je me base ici sur la réédition récente de L'avenir d'une révolte que vous m'avez très gentiment envoyée. D'abord la continuité, par laquelle la révolution du langage poétique se révèle encore plus qu'au début, être de l'ordre de révolution intime. Ensuite, les différences, que je vais formuler en termes de propositions, mais qui appartiennent bien sûr beaucoup plus à l'ordre de l'interrogation. Premier point. La révolution se transforme en, se trouve remplacée par, ou peut-être plutôt hébergée dans la révolte. Votre reproche n'est plus que les révolutions du XXe siècle ratent la dimension d'intériorité, mais plutôt que l'ordre politique abandonne ou néglige ce domaine complètement. Deuxième point. C'est la psychanalyse et l'écriture littéraire qui devient le lieu privilégié de la révolte qui vous concerne et dont vous essayez de faciliter la naissance dans votre travail d'analyste et d'écrivain. Troisièmement, vous vous concernez de plus en plus de l'ordre du borderline et même du psychose, trajet qui reflète la domaine du délire dans les identifications politiques du 20e du 21e ou du 21e, je ne sais pas comment on le dit en français, the 21st century, ok. Quatrième point. Comme le psyché humain, la politique qui mime en quelque sorte l'intériorité devient lieu d'une complexité irréductible et sans solution, c'est-à-dire infinie. Le but de l'analyse elle-même devient une révolte perpétuelle. Par conséquent, la psychanalyse devient la seule expérience humaine de notre époque, à part l'acte d'écriture, qui offre la possibilité vraie et profonde de ce que vous appelez, après Hannah Arendt, et aussi, je suppose, après le psychanalyste Michael Balint, un nouvel commencement. Ensemble, la vie intérieure, intensifier indispensable de transformation politique au début de votre pensée, finit par légèrement ôter celle-ci. Il ne s'agit plus d'un supplément, mais d'un déplacement. Je ne suis pas en désaccord avec vous sur ce que permet le discours et travail analytique, mais dirons que c'est beaucoup demandé de la psychanalyse. Beaucoup demandé, bien sûr, c'est ce que vous faites, dans le meilleur sens du terme, de nous et de vous-même. Quand même, je me demande si cela ne risque pas une idéalisation dans laquelle nos espoirs politiques, non moins urgents et non moins incapables de résolution sur le divan, ni ailleurs, perdent quelque chose de leur spécificité. Je ne suis vraiment pas sûre, c'est une question.
risque même de s'effondrer dans le transfert, bien que je le sache, c'est surtout cela que vous essayez à tout prix d'éviter, quand vous dites dans l'avenir d'une révolte. Je répète, je vous cite là, je répète que j'emploie le mot révolte au sens étymologique et proustien du terme, retour du sens à la pulsion et vice-versa, pour révéler la mémoire et recommencer le sujet. Ouvrir à l'infini, en somme, le questionnement des systèmes de valeurs, ce qui n'est ni une croyance ni un nihilisme, en sachant prendre en jugement dans une situation précise et en étant capable de le remettre en cause depuis le lieu d'un autre sujet, dans cette appréhension de la neutralité bienveillante que nous obtient par les liquidations plurielles de nos transferts pluriels. C'est un vraiment très très beau passage. Liquidation plurielle de nos transferts pluriels et capacité de jugement. Vous êtes la seule de prendre le chemin de cette tentative de faire coalescer de façon si intime, justement, ces deux ordres de l'être. Et bien sûr, je reconnais et je réjouis de l'idée de faire un jugement tout en sachant le remettre en cause, ce qui nous ramène au début de mon intervention, à la jeune étudiante angoissée par les certitudes d'une lutte féministe qui n'est pas bien sûr terminée de nos jours, qui appartient elle aussi à l'ordre de l'infini. Il ne peut pas y avoir de la politique de la psychanalyse, vous dites dans Pulsion du temps. Donc, comme sémiotica, je n'ai pas pu lire jusqu'à maintenant que quelques lignes. Alors, je reviens à mon expérience du début. Mais comme vous avez dit aussi, la première est peut-être la seule à le formuler aussi clairement, il n'y a pas non plus d'inconscient, donc de formation de la subjectivité sans l'emprunt de la politique. Alors, je vais de l'idéalisation de l'analyse comme risque. Vous en êtes bien sûr parfaitement consciente. Ça, c'est clair quand vous permettez à Paul, ami écologue de Sylvie Leclerc, dans votre magnifique étude roman sur Sainte Thérèse d'Avila, de lui suggérer bien gentiment qu'elle idéalise ses livres et ses passions autant que Thérèse idéalise son mari divin. Pour terminer, je voudrais simplement reconnaître ici que sans votre travail, toutes les questions que je viens de poser, je n'aurais jamais été en position de les formuler ni de les penser. C'est dire jusqu'à quel point je suis heureuse de vous rendre hommage aujourd'hui. Thank you.